Le 1er décembre 2001, sous le pont de Neuilly, dans le département des Hauts-de-Seine, le corps sans vie de Marie-Agnès Bedeau est retrouvé, lardé de 12 coups de couteau. Pas de témoins, pas d'arme du crime, mais une piste, Marc Machin. Un jeune homme de 19 ans au casier judiciaire déjà bien rempli. Ce matin-là, il aurait abordé une autre femme sur le pont de Neuilly en lui faisant des propositions obscènes. Les enquêteurs du 36 quai des Orfèvres mettent tout en œuvre pour le faire craquer. À force de pression et après 48 heures de garde à vue, Marc Machin avoue. Mais une fois incarcéré, il se rétracte. En 2004, il est condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Pourtant, le meurtre d'une autre femme, en mai 2002, dans des circonstances très similaires, et alors qu'il est déjà incarcéré, aurait pu remettre en question sa culpabilité. Quelles sont les circonstances de cet autre meurtre ? Et comment les aveux d'un autre homme vont changer le destin de Marc Machin ? Bienvenue dans cette deuxième partie de ce 4e épisode de Erreur à la barre, une série énergie qui revient sur les plus grandes erreurs judiciaires. Je suis Fanny Sauveplane. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Marc Machin, condamné dans l'affaire du pont de Neuilly. Pour cet épisode, j'ai rencontré Catherine Fournier, journaliste police-justice pour France Info, qui a notamment couvert cette affaire. Retour en mai 2002. Marc Machin est en détention provisoire depuis 6 mois, en l'attente de son procès. Il a avoué le meurtre de Marie-Agnès Bedeau, mais il s'est rétracté. Depuis, il clame son innocence. Et donc, ce 22 mai 2002, le pont de Neuilly va refaire parler de lui. Catherine Fournier, journaliste police-justice pour France Info. Parce qu'en fait, effectivement, on y découvre le corps d'une autre femme, qui est Maria Judith Arroyo, une femme de ménage de 48 ans, qui est brune, comme Marie-Agnès Bedeau, et qui a été tuée à coups de tesson de bouteille et violée. Son corps est retrouvé exactement au même endroit, et donc il y a vraiment beaucoup de similitudes entre les deux meurtres. Qui est l'auteur de ce deuxième meurtre ? A-t-il un lien avec le premier ? Pourrait-il remettre en cause la culpabilité présumée de Marc Machin ? Le juge d'instruction, qui est à l'époque donc Thierry Bellancourt, il refuse de joindre les deux dossiers. Il faut pas l'oublier, en fait, les aveux, ça reste la reine des preuves. Et donc, même si on ne retrouve aucune trace de l'ADN de Marc Machin sur les vêtements de la première victime, le train de la justice, il dévie pas. À l'époque, aucun lien n'est établi entre les deux affaires. Au procès de Marc Machin en 2004, 2 ans plus tard, cette nouvelle victime n'est même pas mentionnée. Pour Marc Machin, la situation est sans espoir. Sa condamnation a été confirmée en appel et il a épuisé toutes les voies de recours. Personne ne semble vouloir revenir sur son histoire. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ce sont de nouveaux aveux, en fait, qui vont la faire basculer à 180 degrés. 4 mars 2008, il est 2h du matin. Un homme pousse la porte d'un commissariat de la Défense. Il est venu soulager sa conscience. Je suis venu me constituer prisonnier pour 2 meurtres. Il avoue avoir tué Marie-Agnès Bedeau et Maria Judith Arroyo. Les policiers, au départ sceptiques, pensent d'abord avoir affaire à un illuminé. Mais cet homme fournit des détails troublants de précision. Il donne par exemple le nom du chanteur qui figurait sur un CD qui a été volé dans le sac de sport de la première victime puisqu'elle se rendait à son club de gym. Il dit aussi qu'il l'a mordu à la main droite, voilà, ce qui peut pas vraiment s'inventer. Et s'agissant du deuxième meurtre, il va donner la marque de la bouteille de mousseux dont le tesson a servi à égorger la victime. Et il va aussi donner une précision vraiment sordide. Il va dire qu'il a lapé le sang de ses victimes avant de les violer. Cet homme, c'est David Sagno, un SDF d'origine guinéenne, âgé de 33 ans, qui vit dans les parkings de La Défense et de Neuilly-sur-Seine depuis des années. David Sagno, il a grandi en banlieue parisienne au sein d'une famille de 9 enfants. Et puis, il a effectué son service militaire dans la marine.
On sait qu'il en ressort sans emploi, sans faire de carrière militaire derrière, et sans domicile, et qui sombre dans l'alcool. Donc il a un parcours assez vite déviant. Et en 1995, donc il va avoir 21 ans, et il poignarde une femme à un arrêt de bus de Brest. Donc il va être placé en détention provisoire, et à sa sortie de prison, il va rejoindre la région parisienne et puis mener une vie d'errance. Il zone dans les parcs. Est-ce que cet homme répète des histoires lues dans les journaux ou donne-t-il des éléments que seul le tueur pourrait connaître ? Après vérification, ces détails ne sont jamais parus dans la presse. Les enquêteurs rouvrent le dossier. Les scellés de l'affaire Marie-Agnès Bedeau sont ressortis des archives. Et 3 semaines plus tard, les analyses ADN le confirment. C'est bien l'ADN de David Sagnaud que l'on retrouve non seulement sur les vêtements de la victime, mais aussi sous ses ongles. Les experts psychiatres estiment qu'il présente une psychose paranoïde, qui est quand même un trouble mental qui potentiellement peut être dangereux pour les autres, ou une psychopathologie perverse d'allure psychotique. C'est un profil très particulier et il suit des rituels lors de ses crimes, comme le fait, on l'a dit, de laper le sang de ses victimes pour se donner de la puissance. Donc sa dangerosité est vraiment très élevée. Face à ces nouveaux éléments, la ministre de la Justice de l'époque, Rachida Dati, décide de saisir la commission de révision des condamnations pénales. Marc Machin, incarcéré depuis plus de 6 ans, voit enfin une lueur d'espoir. Est-ce qu'il pourrait être innocenté ? Cette commission devra réexaminer le dossier et déterminer si ces nouveaux éléments justifient d'un nouveau procès. L'avocat de Marc Machin demande quant à lui la libération immédiate de son client. Mais malgré ces révélations, un doute persiste. Et si les 2 hommes se connaissaient ? Et si finalement ils avaient agi ensemble ? Il faut savoir que la justice n'aime pas se dédire. Donc au départ, elle s'oriente vers une complicité entre David Sagnaud et Marc Machin, puisqu'elle découvre qu'ils ont séjourné pendant 15 jours ensemble dans la maison d'arrêt de Nanterre, à quelques cellules d'écart. En fait, il s'avère que ils se sont pas croisés et que lors d'une confrontation devant le juge d'instruction, ils assurent de ne pas se connaître du tout et que David Sagnaud maintient qu'il a agi seul. 1er juillet 2008. La commission de révision est claire. Les doutes sur la culpabilité de Marc Machin sont trop grands. Elle ordonne sa remise en liberté en l'attente de l'annulation de sa condamnation. Mais alors qu'il doit être libéré le mardi suivant, Marc Machin ne tient plus en place. En prison, il agresse un surveillant et il est condamné à 3 mois de détention supplémentaire. Ce n'est alors que le 7 octobre 2008 que Marc Machin sort enfin de prison. Les caméras de télévision l'attendent à la sortie. Je suis content d'être libre, enfin libre. Ça fait 6 ans et demi que j'attends ça. Voilà, donc c'est déjà la moitié de la partie qui est gagnée. Là maintenant, tout ce que je souhaite, c'est pouvoir profiter de ma famille, des gens que j'aime et qui m'aiment, qui m'ont soutenu, tout simplement. Mais la liberté de Marc Machin est de courte durée. Quelques mois après sa sortie, il est de nouveau interpellé, cette fois pour des agressions sexuelles sur 3 femmes. C'est depuis la prison qu'il apprend que sa condamnation pour l'affaire du pont de Neuilly est officiellement annulée. Il pourra être rejugé à la lumière des nouveaux éléments et peut-être être acquitté pour ce crime. Dans le box, David Sagnaud, ce Français d'origine guinéenne, répond sans émotion aux questions du président de la cour d'assises. Ce dernier a d'abord tenté de retracer le parcours chaotique de cet homme âgé aujourd'hui de 37 ans. Aujourd'hui, David Sagnaud comparé pour les meurtres de 2 femmes en 2001 et 2002 sur le pont de Neuilly. Selon son avocat, David Sagnaud est dans une logique de rédemption mystique. David Sagnaud est un homme étrange. Immobile, presque sans expression, il commence à s'expliquer. Après sa sortie de prison, 8 jours avant de se rendre à la police, il a arrêté de prendre ses traitements neuroleptiques. Il a alors ressenti une sensation étrange, comme s'il était en train de sombrer, comme s'il était capable de tuer à nouveau. Alors, il s'est dénoncé. Il avait besoin du pardon de Dieu. C'est en simple qualité de témoin que Marc Machin assiste au procès.
La thèse, en fait, d'une complicité entre David Sagnaw et Marc Machin était quand même encore dans les esprits au moment de ce procès, puisque l'avocate donc de la sœur de Marie-Agnès Bedeau, qui est la première victime, Nathalie Garnier-Raymond, elle restait convaincue, en fait, elle aussi, que Marc Machin était bien présent sur le pont de Neuilly le jour du crime. Mais David Sagnaw l'affirme, il ne connaît pas Marc Machin. David Sagnaw est déclaré coupable des meurtres de Marie-Agnès Bedeau et Maria Judith Arroyo et condamné à 30 ans de réclusion criminelle. L'acquittement de Marc Machin semble désormais évident. 9 mois plus tard, le procès en révision de Marc Machin s'ouvre devant la cour d'assises de Paris. Une situation assez étrange, puisque David Sagnaw a déjà été condamné pour le meurtre dont il est accusé quelques mois plus tôt. Le procès doit éclairer certaines zones d'ombre, notamment un doute persistant. Est-ce que les deux hommes ont agi ensemble ? Catherine Fournier avait couvert le procès à l'époque. Ce qui m'a marqué lors de ce procès en révision, c'est d'abord l'attitude de Marc Machin au premier jour. Il est assis en fait sur une chaise devant le box, puisqu'il comparaît libre, il a fini quand même par sortir de prison avant son procès. Et il semble vraiment très seul dans ce décorum imposant de la cour, c'est au Vieux Palais, sur l'île de la Cité. Il y a beaucoup de journalistes qui sont assis en face de lui. Voilà, il faut savoir que les procès en révision, ils sont très rares. Il y en a eu une dizaine depuis le milieu du XXe siècle et donc beaucoup de médias se sont accrédités. Il n'est pas en posture finalement d'accusé, puisque voilà, ce procès vise à l'innocenter. Mais il a quand même l'attitude de quelqu'un à qui la justice a reproché beaucoup de choses depuis longtemps et donc il est impressionné. À la barre, David Sagnaw réitère ses aveux. Il présente ses excuses aux familles des victimes, puis à Marc Machin. Il a passé presque 7 ans en prison à cause de moi. Les enquêteurs de la crime, qui ont recueilli les aveux de Marc Machin en 2001, sont aussi appelés. C'était un peu eux, finalement, qui étaient accusés pendant ce procès, ainsi que la justice. Et donc, il y avait une inversion des rôles. Et ils avaient beau être témoins à la barre, ils étaient vraiment un peu obligés de se défendre sur leur enquête, sur leur vision du dossier. Et ils se sont défendus pied à pied. Ils ont démenti les pressions sur Marc Machin pendant la garde à vue, le coup des photos aussi. Ils ont expliqué qu'il était impensable en fait qu'il y ait 2 prédateurs sexuels au même moment sur le même pont. Le père de Marc Machin, qui est venu au commissariat interroger son fils ce soir de décembre 2001, est aussi entendu. Catherine Fournier se rappelle avec précision de ce face-à-face. On a cet ancien policier, la cinquantaine, le costume froissé, les cheveux grisonnants, qui est donc à la retraite et qui porte le même prénom que son fils, qui est assez étonnant, surtout à cette époque. Et il le reconnaît en fait que, s'il est venu à la crime ce soir-là, c'est pour faire parler son fils, à la demande de ses collègues. Il lui pose donc cette fameuse question « C'est toi qui as fait ça ?» Et à la barre, il l'admet, je me rappelle de cette phrase, il dit « J'ai dû le blesser en lui posant cette question, mais je suis avant tout fonctionnaire de police et père ou pas, je lui aurais pas pardonné un tel crime. » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va apprendre lors de ce témoignage qu'en fait, son fils s'est rétracté auprès de lui quelques heures plus tard, vers 1h du matin, et non, comme on le pensait jusqu'à présent, lors du 2e rendez-vous chez le juge d'instruction. Donc, on se rend compte que il a avoué, mais qu'il a tout de suite repris ses aveux. Et la question, qui est posée au père, c'est pourquoi il n'en a rien dit. Et sa réponse a été quand même un peu glaçante, puisque il a juste haussé les épaules et dit, on me l'a jamais demandé. Je l'ai gardé pour moi. En fait, c'était une affaire de famille entre un père et son fils. Et donc, j'en ai pas parlé. Et donc, tout le monde est un peu interloqué. Son fils est en pleurs dans le box. Et son père, je me rappelle de ces termes, il dit qu'il reconnaît avoir amené son fils à l'échafaud. Après 4 jours de procès, le verdict tombe. Marc Machin est enfin innocenté pour ce meurtre. Sur le parvis du palais de justice, tous les micros lui sont tendus. J'ai besoin de me reconstruire, de penser les cicatrices et surtout de me consacrer surtout sur l'avenir et mes objectifs et de les concrétiser. Voilà. Ça va ressembler votre vie d'après, Marc Machin? Comme tout un chacun, enfin je l'espère. Comme toute personne lambda, trouver un travail, être heureux, une femme, passer le permis, la voiture.
Dans cette conférence de presse, on entend un journaliste lui demander si tout cela est réparable. Et en fait, non. Il répond qu'il a toujours pas bénéficié de prise en charge en plus de la part de l'État. Alors, il parle plutôt d'une prise en charge psychologique. Donc voilà, il n'a pas été suivi, soutenu, accompagné, malgré cette erreur judiciaire. Après, voilà, c'est un jour important. C'est une page qui se tourne pour Marc Machin. Mais la question, c'est, voilà, est-ce qu'il peut vraiment se réinventer après toute cette affaire et cette erreur judiciaire. En dédommagement, il perçoit 663 000 € d'indemnisation. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est la 8e personne acquittée en France suite à un procès en révision. C'est quand même une nouvelle illustration de la puissance des aveux dans les affaires criminelles. D'ailleurs, je vous conseille au passage une lecture, c'est celle du livre de la journaliste Julie Braffman qui a écrit donc Vertige de l'aveu. Et elle explique, et on le voit là, qu'une fois qu'ils sont formulés, en fait, la machine judiciaire, elle s'enclenche et elle a vraiment du mal à faire machine arrière. Pour Marc Machin, finalement, c'est presque un miracle qu'un autre homme se soit dénoncé. Si David Sagnaud ne s'était pas présenté ce soir-là dans un commissariat, il aurait sans doute purgé sa peine jusqu'au bout pour le premier meurtre du pont de Neuilly. Et pourtant, voilà, beaucoup d'affaires ont démontré que les aveux n'étaient pas la reine des preuves. C'est le cas dans l'affaire Patrick Dils. Enfin acquitté, Marc Machin rencontre une femme, avec qui il a des enfants. Mais il n'a pas changé pour autant. En quelques années, toute sa petite fortune va être dilapidée dans des voyages, des hôtels, des prostituées. Ces démons, en fait, vont le rattraper assez vite, ou en tout cas, ils ne l'ont jamais quitté. Et en 2015, il est de nouveau incarcéré à Fresnes pour délit de fuite et surtout pour violence conjugale. Donc voilà, cette même violence en fait qu'il agit depuis toutes ces années et il va passer 2 ans encore en détention. Et lorsqu'il ressort de prison en 2017, c'est retour à la case départ pour Marc Machin. Il n'a plus rien, sans aucun projet de vie, projet professionnel. Il n'est pas réinséré en fait. Et donc il va passer de nouveau à l'acte. Marc Machin a été placé en garde à vue dans une enquête pour viol sous la menace d'une arme, vol et escroquerie. Au printemps 2018, il pénètre cagoulé dans l'appartement parisien d'une jeune femme de 22 ans. Il la viole sous la menace d'un couteau de cuisine avant de partir en lui volant sa carte bancaire. Les preuves sont accablantes. Son ADN est retrouvé sur la victime et une caméra de surveillance l'a filmé en train de retirer de l'argent. Et même s'il était masqué, ils ont reconnu en fait son tatouage. C'est un tatouage de phénix dont les plumes grimpent jusque dans le cou. Et évidemment, c'est un drôle de symbole concernant Marc Machin. C'est Le Monde qui l'écrit à l'époque. J'ai retrouvé des articles. Voilà, on sait bien que Marc Machin, malheureusement, n'a pas su se réinventer après l'affaire du pont de Neuilly. Et c'est justement ce symbole qui va l'incriminer dans cette affaire de viol. Et d'ailleurs, il finit cette fois-ci par avouer les faits dans leur intégralité. En 2021, il est condamné à 16 ans de réclusion criminelle. Marc Machin ne fera pas appel. Il purge actuellement sa peine. Je pense que cette histoire, en fait, elle est un peu la triste incarnation du parcours de certains enfants placés, sans faire de généralisation, bien sûr, puisque beaucoup d'enfants placés s'en sortent bien. Mais voilà, ces enfants sont exposés le plus souvent à des scènes de violence par Le 1er décembre 2001, sous le pont de Neuilly, dans le département des Hauts-de-Seine, le corps sans vie de Marie-Agnès Bedeau est retrouvé, lardé de 12 coups de couteau. Pas de témoins, pas d'arme du crime, mais une piste, Marc Machin. Un jeune homme de 19 ans au casier judiciaire déjà bien rempli. Ce matin-là, il aurait abordé une autre femme sur le pont de Neuilly en lui faisant des propositions obscènes. Les enquêteurs du 36 quai des Orfèvres mettent tout en œuvre pour le faire craquer. À force de pression et après 48 heures de garde à vue, Marc Machin avoue. Mais une fois incarcéré, il se rétracte. En 2004, il est condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Marie-Agnès Bedeau. Pourtant, le meurtre d'une autre femme, en mai 2002, dans des circonstances très similaires, et alors qu'il est déjà incarcéré, aurait pu remettre en question sa culpabilité. Quelles sont les circonstances de cet autre meurtre ?
et comment les aveux d'un autre homme vont changer le destin de Marc Machin. Bienvenue dans cette deuxième partie de ce 4e épisode de Erreur à la barre, une série Énergie qui revient sur les plus grandes erreurs judiciaires. Je suis Fanny Sauveplane. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Marc Machin, condamné dans l'affaire du pont de Neuilly. Pour cet épisode, j'ai rencontré Catherine Fournier, journaliste police-justice pour France Info, qui a notamment